Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par un stage pendant 1 mois, et si c'est concluant, on vous recrute en CDI. Mais attendez, je pense qu'il y a une erreur, je suis pas en formation, moi, j'ai déjà fini mes études. D'accord, et dans ce cas-là, vous pouvez pas me prendre en stage. Pour être stagiaire, il faut obligatoirement être en formation, non? Ah non, pas forcément. Là, on signerait rien, ce serait comme un test informel, donc il y aurait pas besoin de convention de stage. Et c'est légal d'être en stage sans convention? Oui, bien sûr, si les deux parties sont d'accord, on peut totalement prendre quelqu'un en stage, même sans convention. Pour faire un stage, il faut obligatoirement une convention tripartite, c'est-à-dire un contrat signé entre toi, une entreprise et un établissement de formation. Donc en conséquence, un stage doit obligatoirement être réalisé dans le cadre d'une formation. Et même si avec l'employeur vous êtes d'accord pour faire un stage, si tu n'es pas en formation, légalement ce n'est pas possible. Et si vous le faites quand même, c'est du travail dissimulé. Dans ce cas-là, ton stage qui est illégal peut être qualifié en contrat de travail par l'URSSAF ou par un juge. Ensuite, l'employeur risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et toi, tu pourrais éventuellement demander des dommages et intérêts devant un juge. Je suis désolée, mais là votre proposition, elle est pas très légale. Il faut obligatoirement une convention de stage. Au pire, vous savez, il y a des organismes qui vendent des conventions de stage, même sans formation. Ok, et c'est bien légal ça? Il y a certains organismes qui vendent des conventions de stage un peu vides, sans formation derrière. Sauf que la loi est très claire, sans formation, une convention de stage est nulle. Donc toi, si tu fais ça, qu'est-ce que tu risques? Déjà l'annulation de ta convention de stage, mais surtout potentiellement des poursuites pour faux et usage de faux, c'est-à-dire 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. J'ai acheté un produit sur votre site internet la semaine dernière, mais finalement j'ai changé d'avis. Vous avez changé d'avis? C'est-à-dire, je voudrais le rendre et être remboursé. Mais le produit, il est abîmé, il a un défaut. Non, juste je n'en veux plus. Ah, mais ça madame, ça va pas être possible. Les retours ou les échanges, c'est uniquement si le produit a un défaut. C'est pour ça qu'il y a écrit ni repris ni échangé quand vous payez sur le site. Mais ça, c'est pas mon problème. J'ai le droit de changer d'avis, le produit, j'en veux plus, donc vous allez me rembourser. C'est mon droit, vous n'avez pas le droit de refuser. Quand tu achètes un produit sur internet, tu as 14 jours pour changer d'avis et le renvoyer. Ça, c'est ce qu'on appelle le droit de rétractation. Et t'as jamais besoin de te justifier ou d'expliquer pourquoi tu ne veux plus du produit. Ce droit de rétractation fonctionne même si le produit était d'occasion, en solde ou déstocké, et tu as donc 14 jours à partir de la réception du produit pour l'exercer. À partir de ce moment-là, quand tu l'exerces, tu as 14 jours pour renvoyer le produit. Dans ce cas-là, le vendeur doit te rembourser intégralement le montant de ta commande sous 2 semaines. Sachant que si le vendeur ne respecte pas ce délai de remboursement de 14 jours, il doit te payer des intérêts de retard qui sont automatiques, donc en gros, il te devra plus d'argent que ce que tu avais payé de base. Dernière chose à savoir, quand tu exerces ton droit de rétractation, le vendeur doit aussi te rembourser les frais de livraison initiaux que tu avais payés pour recevoir ta commande. La seule chose qu'il peut laisser à ta charge, c'est le renvoi du produit une fois que tu as dit que tu n'en voulais plus. Et ça, c'est sauf si le professionnel indique qu'il prend en charge les frais de retour. Et pour te protéger juridiquement et ne plus te faire avoir, abonne-toi pour mieux défendre tes droits. Je ne comprends pas pourquoi j'ai des frais en plus sur ma facture d'électricité. C'est parce que vous n'avez pas de compteur Linky. Et alors, j'ai le droit de refuser d'en avoir un, non? Oui, bien sûr, mais depuis août 2025, ça entraîne des frais supplémentaires. En fait, on doit gérer votre ancien compteur manuellement et faire venir un agent pour qu'il relève votre consommation. Ça vous coûte 6,48 € tous les 2 mois. Et si vous ne nous avez pas transmis vos relevés depuis 1 an, vous payez en plus 4,14 €. Mais j'ai jamais accepté de payer pour ça, moi. Vous n'avez pas le droit de me facturer ces frais. Tu as totalement le droit de refuser l'installation d'un compteur Linky. Mais si tu refuses, depuis le 1er août 2025, ça peut entraîner des frais sur ta facture. Parce que Enedis devra envoyer quelqu'un relever ton compteur à l'ancienne. Le montant de ces frais, c'est 6,48 € hors taxe tous les 2 mois. Ça correspond aux frais fixes de gestion du compteur ancien. Et on ajoute à ça 4,14 € si tu n'as pas transmis tes index de consommation depuis plus d'1 an. Ce qui fait quasiment 64 € par an si tu ne fais rien. Pour éviter les frais, tu as plusieurs solutions. Tu transmets toi-même tes index de consommation au moins une fois par an. Tu demandes un relevé par un technicien, ce qui peut être payant. Ou alors, tu acceptes finalement l'installation de Linky. Sachant que c'est gratuit puisque c'est Enedis qui prend en charge l'installation du compteur. Donc, si tu vois ces frais sur ta facture, oui, ils sont légaux et non, tu ne peux pas les contester ou t'y opposer. Sauf si tu n'as pas été informé que tu allais être facturé de ces frais ou dans des cas très particuliers. Par exemple, si l'installation du compteur est techniquement impossible ou en cas de contre-indication médicale sérieuse et justifiée. Mais là, on parle vraiment d'un cas ultra rare. Pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Je viens d'apprendre que j'avais un cancer, donc je serai en arrêt un certain temps les prochains mois. Oh, je suis vraiment désolée pour vous. Bon, évidemment, vous prenez tout le temps dont vous avez besoin. Merci beaucoup. Je vais essayer de le faire reconnaître comme maladie professionnelle. J'espère que ça va aller. Maladie professionnelle? Comment ça? Comme je travaille beaucoup de nuit et que c'est un facteur du cancer du sein. Ah oui, mais les maladies professionnelles, elles sont listées dans un tableau. Par exemple, pour les personnes qui ont développé des maladies parce qu'elles travaillaient au contact de l'amiante. Je suis pas sûre de suivre. Malheureusement, dans votre cas, le lien entre cancer et travail de nuit n'est pas dans ce tableau, donc ça va pas fonctionner. Il existe effectivement un tableau des maladies professionnelles, mais c'est pas parce que ton cas n'est pas prévu dedans que tu ne peux pas faire reconnaître ta maladie comme étant une maladie professionnelle. Par exemple, imaginons que tu travailles ou que tu aies travaillé de nuit. Il y a plein d'études qui ont fait le lien entre travail de nuit et cancer du sein et qui ont démontré que le travail de nuit était un facteur de cette maladie. Donc même si ce cas n'est pas prévu dans le tableau des maladies professionnelles, tu peux demander à l'assurance maladie de la reconnaître comme telle. Et c'est un médecin qui aura le rôle d'établir le lien entre ta maladie et tes conditions de travail. Si ta maladie est reconnue comme étant professionnelle, ça change plusieurs choses. Déjà, tu bénéficies d'une prise en charge à 100% par la sécurité sociale, sans avance de frais. Aussi, pendant ton arrêt de travail, tu pourras avoir des indemnités
journalière plus élevée et 100 jours de carence. Il y a eu plusieurs cas de femmes, notamment des infirmières, qui travaillaient de nuit et en plus étaient exposées à des radiations, qui ont déjà réussi à faire reconnaître leur cancer du sein comme une maladie professionnelle. Donc il faut surtout pas hésiter à se renseigner si vous pensez que votre maladie, elle peut être en lien avec votre activité professionnelle. Et pour mieux te protéger juridiquement, abonne-toi pour mieux défendre tes droits. Mais je crois qu'il y a un problème sur le bail. Il y a écrit que je peux payer le loyer uniquement en chèque ou en espèces. Donc je peux pas vous faire de virement? Non, pour cet appartement, on n'accepte pas les virements pour payer le loyer. Ah mais ça m'arrange pas du tout, moi. Déjà, j'ai pas de chéquier et ensuite, mon plafond de retrait, il est pas aussi élevé. Je vais pas pouvoir sortir plus de 1000 € en espèces tous les mois. Ah non, mais ça c'est pas mon problème, vous vous débrouillez. Mais vous êtes sûr que vous avez le droit de m'imposer comment je dois payer mon loyer? Je suis le propriétaire, donc encore heureux que je puisse choisir comment vous allez me payer mon loyer. Quand tu es locataire, tu as le droit de choisir comment tu vas payer ton loyer. Il n'y a aucune loi qui impose ou interdit un certain moyen de paiement. Donc tu peux totalement choisir de payer par virement, par exemple, et ton propriétaire n'aura pas le droit de s'y opposer. En fait, la seule vraie règle qui existe sur ce sujet, c'est que ton propriétaire ne peut pas t'obliger à payer par virement bancaire. Mais du coup, cette interdiction, elle pèse sur le propriétaire. Toi, en tant que locataire, la loi te laisse le choix. Donc déjà, c'est interdit de m'imposer le mode de paiement, et en plus, dans tous les cas, là, le loyer est de plus de 1000 €, donc j'ai pas le droit de vous payer cette somme en espèces. Le paiement en espèces, il est autorisé jusque 1000 € maximum, sauf exception. Donc si ton loyer est de plus de 1000 € par mois, tu pourras pas le payer en espèces. Ensuite, autre chose à savoir, si ton propriétaire s'oppose au virement de ton loyer, ça sera considéré comme un refus de réception d'un loyer qui a été payé dans les conditions légales, comme il fallait quoi. Et s'il fait ça, ton bailleur ne respecte pas le contrat de bail. Donc si ça t'arrive, toi, tu pourras prouver que tu as essayé de payer par un moyen qui était valable, comme un virement par exemple, et dans ce cas-là, le loyer ne sera pas considéré comme impayé, et donc ton propriétaire ne pourra pas utiliser cette excuse pour rompre ton bail et te mettre dehors. Et pour plus d'infos sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi. Au niveau de la rémunération, le stage n'est pas payé, mais on fait un super pot d'équipe chaque semaine, vous verrez, c'est hyper sympa. Par contre, j'ai entendu dire que 6 mois de stage, ça devait être payé. Bah, qui vous a dit ça? C'est faux. Vous êtes sûr? Parce que tous les gens que je connais qui ont 6 mois de stage sont payés. Bah écoutez, tant mieux pour eux, mais nous on ne rémunère pas les stages. Et on n'a aucune obligation de le faire, peu importe que ce soit pour 1 mois ou 6 mois. Si ton stage dure plus de 2 mois consécutifs, tu dois être payé. Et ce n'est pas optionnel pour l'entreprise, c'est une obligation. Le montant minimum que tu dois recevoir, c'est 4,35 € par heure, ce qui donne environ 640 € par mois. Certaines conventions collectives peuvent prévoir plus que ce montant, donc n'oubliez pas de vérifier. Et enfin, on doit te verser ta gratification. Pour les stages, la rémunération s'appelle comme ça, à la fin de chaque mois. Ton employeur ne peut donc pas décider de te la verser en fin de stage. Pour savoir combien tu pourrais toucher en fonction de la durée de ton stage ou pour contrôler ce que tu touches en ce moment, il existe un simulateur sur servicepublic.fr. Et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Mais c'est quoi ce planning? Comment ça maintenant je finis à 21h? Ouais, le manager a changé les horaires de tout le monde et du coup maintenant c'est toi qui fermes. Bah oui, tiens, bien sûr. Je viens de voir que vous avez changé mes horaires. Oui, c'est vous qui allez fermer le bureau maintenant. Et jusqu'à quand? Ah bah indéfiniment. Ah non, c'est hors de question. J'ai une vie à côté du travail, moi, vous savez. Ah non mais écoutez, ça c'est pas mon problème. J'ai besoin de vous le soir maintenant, donc c'est comme ça. Non mais vous n'avez pas le droit de me changer mes horaires comme ça. Ah bah bien sûr que si, encore heureux. J'ai totalement le droit d'adapter les horaires des salariés en fonction des besoins de l'entreprise comme je veux, hein. Un changement de tes horaires, en principe, c'est considéré comme une modification de tes conditions de travail. Donc en gros, si on change ton heure de début ou de fin de travail, on n'a pas besoin de ton consentement. Et si tu refuses ce changement, c'est une faute qui peut être sanctionnée, sachant que ça peut aller jusqu'au licenciement. Et c'est pas parce que tes horaires sont mentionnés dans ton contrat de travail que ça veut dire que ton employeur a forcément besoin de ton accord pour pouvoir les modifier. En fait, souvent, ces horaires n'ont qu'une valeur informative. Donc pour que leur modification nécessite ton accord, il faut que le contrat soit rédigé d'une manière qui soit absolument claire sur le fait que les horaires ont une valeur contractuelle et pas simplement informative. Par contre, si l'employeur veut changer tes horaires de travail, il doit respecter certaines règles. Non mais écoutez, là vous me prévenez la veille pour le lendemain, c'est pas possible. C'est comme ça, écoutez, je peux pas faire autrement. Donc vos horaires changent à partir de demain matin, vous n'avez pas le choix. Pour modifier tes horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance. Si ton contrat de travail prévoit ce délai, l'employeur doit le respecter. Mais si le contrat de travail ne dit rien et la convention collective non plus, la loi ne prévoit pas de délai légal pour modifier des horaires. Mais l'employeur doit te prévenir suffisamment en avance quand même, sachant que tu as quand même le droit de refuser cette modification dans certains cas, si ça entraîne une atteinte excessive à ta vie personnelle et familiale. Pour rappel, tout ce que je viens de dire, c'était pour un contrat à temps plein. Et pour te protéger juridiquement et ne plus te faire avoir, abonne-toi pour mieux défendre tes droits. J'ai acheté une machine à laver chez vous, mais elle ne fonctionne pas. Ah mince, c'est quoi le problème? Bah une fois sur deux, elle s'allume pas quoi. Vous voulez qu'on la répare ou qu'on vous la remplace? Je préfère un remplacement. Ça marche, je vais noter ça. Par contre, au niveau de la livraison de la nouvelle machine, on est d'accord que j'aurai rien à payer. Non, vous inquiétez pas, dans ce cas-là, c'est gratuit pour vous. Alors, on pourra vous livrer la nouvelle machine dans 2 mois. Ah non, 2 mois c'est trop long. Finalement, je préfère être remboursée. Ah ça va pas être possible. Si vous refusez le remplacement, on ne fait pas de remboursement. Mais attendez, oui, je refuse le remplacement. Je vais pas attendre 2 mois pour avoir une nouvelle machine. Dans ce cas-là, je peux vous proposer un avoir. Non, je veux pas un avoir, je veux un remboursement. C'est pas de ma faute si le produit que vous m'avez vendu, il est défectueux. Donc vous êtes obligé de me rembourser.
Si tu achètes un produit qui ne fonctionne pas correctement, tu es protégé par la garantie légale de conformité. Cette garantie, elle s'applique pendant 2 ans après l'achat, et même si le produit était en promotion, en solde ou déstocké. Et en gros, si un défaut, un problème apparaît dans ce délai de 2 ans, la loi considère que le défaut existait déjà au moment de la vente, et du coup que tu n'as pas besoin de le prouver. Cette garantie couvre plusieurs cas, et elle s'applique si le produit est défectueux, s'il ne remplit pas sa fonction normale, ou s'il ne correspond pas à ce qui était prévu ou décrit. Concrètement, si ça t'arrive, tu as le droit à la réparation ou au remplacement du produit gratuitement. C'est toi qui choisis entre l'un ou l'autre, sauf si ton choix coûte vraiment trop cher à l'entreprise. Et dans ce cas-là, elle peut t'imposer l'autre solution. Sachant que si le remplacement ou la réparation est impossible, si le délai pour réparer est trop long, ou si le délai te cause un inconvénient majeur, tu peux refuser la réparation ou le remplacement et obtenir un remboursement intégral, et le vendeur n'aura pas le droit de t'imposer un avoir à la place. Et pour plus d'infos sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit.